Maïs, veuillez vous lever. Dans l'affaire, le procureur contre Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïssona, le procès se poursuivit du 30 mars au 5 mai 2022 à la Cour pénale internationale à Veille. Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïssona, dont le procès a débuté le 16 février 2021, sont accusés des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par le groupe armé anti-Balaka contre la population civile musulmane lors d'un conflit qui les opposait aux groupes armés Séléka en République centrafricaine en 2013 et 2014. Entre le 30 mars et le 5 mai, 5 témoins ont été appelés par l'accusation pour témoigner devant la Chambre. Certains d'entre eux ont pu bénéficier de mesures de protection impliquant le recours à un pseudonyme, le floutage de l'image, la distorsion de la voix, et certaines parties de leurs témoignages ont été conduites à huis clos pour protéger leur identité. Les témoins ont été interrogés par diverses parties et participants, y compris les équipes de la défense des deux accusés. Le témoin P1811 et les témoins P1704 ont déposé sur l'existence alléguée de barrages routiers mis en place par les anti-Balaka à Bangui, ainsi que le crime commis par ces derniers à l'école Yamwara en 2013. Une grande partie de leur témoignage s'est déroulée à huis clos partiel. En audience publique et aux questions du bureau du procureur, les témoins P1704 a expliqué. Le 5 décembre, c'était le jour où les Séléka, dit le témoin, ont attaqué. Non, je corrige, c'était plutôt les anti-Balaka qui avaient attaqué le 5 décembre. Et les anti-Balaka se sont repliés dans la zone des chrétiens. Ce n'était pas seulement à l'école Yanouara où il y avait leur barrière. Il y avait par exemple une barrière sur la route de Poko. Est-ce que vous avez vu cette barrière de vos propres yeux? Bien sûr, j'ai vu par exemple la barrière qui se trouve sur l'axe Poko. J'ai aussi vu la barrière qui se trouve dans le secteur de Yanouara. Qu'en est-il des autres que vous avez mentionnés dans votre déclaration, Katin, Boeing? Est-ce que vous les avez vus? Baibiri aussi? Vous savez, Kater est le secteur où j'habitais. Boeing n'est pas proche, n'est pas loin de nous. Babili se trouve sur l'axe Poko. Il faut passer par cette localité pour arriver à Poko. Ils y ont installé aussi une barrière. Toujours en même paragraphe, monsieur le témoin, vous mentionnez d'autres barrières, de nombreuses barrières à l'extérieur de Bangui. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément où, à l'extérieur de Bangui, se trouvaient ces barrières? Bon, peut-être je peux oublier certaines de ces barrières, mais j'en ai vu beaucoup. Mais comme ça fait déjà très longtemps, je peux les oublier. Mais je le répète, j'ai vu beaucoup de barrières de mes propres yeux. Au cours de son contre-interrogatoire, les témoins ont apporté plus de précisions aux questions détaillées de la défense sur le barrage routier anti-Balaka. Au paragraphe 24 de votre déclaration, vous indiquez que dans les quartiers contrôlés par les anti-Balaka, des barricades avaient été érigées avec comme objectif de stopper et de fouiller les gens pour chercher des armes ou démasquer des espions de la Séléka. Et vous l'avez également répété ce matin à l'audience vers 10h01. Est-ce que j'ai raison de dire que lorsque votre véhicule a été stoppé à ce barrage, les anti-Balaka vous ont indiqué qu'ils craignaient que le véhicule dissimule des Séléka? Ils ont fouillé le véhicule à la recherche de Séléka. C'est bien exact? Oui, c'est cela. Ils étaient à la recherche des Séléka et des armes également, parce qu'à l'époque, les Séléka utilisaient le véhicule de la Croix-Rouge pour se balader et commettre des exactions. C'est ainsi que les anti-Balaka étaient obligés de fouiller. Lorsque nous sommes arrivés à cette barrière, ils ont constaté qu'il y avait un cadavre dans le véhicule. Et c'est pourquoi ils nous ont laissé passer. Deux témoins ont délivré leur témoignage sans aucune mesure de protection.
ils ont comparu devant la Chambre en qualité d'anciens membres du mouvement anti-Balaka. Il s'agit de M. Wabi Rodana et M. Vivien Beina. Interrogé par le bureau du procureur sur la structure et les commandements des anti-Balaka, M. Wabiro a expliqué que lorsqu'il se trouvait en province, avant l'attaque du 5 décembre 2013, on lui avait demandé d'établir de listes de tous les anti-Balaka, car il était parmi les rares hommes du mouvement qui savaient lire et écrire. Ces listes étaient transmises aux différents Komzon, qui devraient à leur tour le communiquer à Maxime Mokom, a-t-il dit. Comme je l'ai dit, j'ai établi la liste de toutes les personnes engagées. Donc les listes étaient par compagnie. Donc je mettais ces listes-là au propre, je prenais les noms et les prénoms. Parce qu'il était question, lors de notre arrivée à Bangui, il était question de les recruter dans l'armée. Donc j'avais établi une liste que l'on a donnée au Komzon Kema, qui est allé trouver un réseau pour communiquer cette liste-là. Il était important de le faire parce que pour ne pas qu'il y ait des mésententes après. Donc chaque chef de compagnie donnait la liste au Komzon et qui communiquait les listes à Mokom lorsque il était encore à Zongo. Je crois que c'est la liste des personnes que nous recrutons lors de notre progression, parce que la personne qui n'était pas sur l'une des listes n'était pas considérée comme faisant partie du mouvement. Aux questions de la défense de Patrice Edouard Ngaïsona, les témoins ont parlé du ralliement de femmes aux anti-Balaka à Gobéré et du rôle qu'elles avaient joué au sein du mouvement. Les femmes qui s'étaient engagées avaient combattu également avec nous. Elles étaient armées de bâtons, elles criaient pour nous soutenir dans nos combats. Ils criaient, tapaient sur des bâtons pour faire du bruit, et c'est ce qui nous avait permis de combattre. Quand nous progressions, elles cuisinaient pour nous, c'est ainsi que ça s'est passé. Monsieur Vivien Beina a quant à lui donné plus de précisions sur le groupe anti-Balaka que contrôlait Alfred Yekatom. Il a confirmé que ce groupe était bien structuré et il y régnait la discipline militaire et le respect de grades officiels. Donc, ils suivaient les ordres de leurs supérieurs, ils obéissaient aux instructions, ils rendaient compte. Au sein de ce groupe, c'est comme ça que ça marchait, d'après vous? Effectivement. Tout à fait. Parce que s'il y a un commandant, il cherche à savoir qui, ou bien il prend soin, il cherche à savoir ce que font ses subordonnés. S'il y a un problème, il essaie de gérer, de sanctionner, de discipliner. Et donc, dans les activités qu'il menait, il rendait compte. Lui aussi, il donnait des instructions par rapport aux activités à mener. Savez-vous si M. Yekatom faisait bien cela ou était en mesure de faire cela, c'est-à-dire donner des ordres, suivre, vérifier que les ordres avaient été bien suivis, punir les personnes qui n'avaient pas suivi les ordres, etc. Est-ce que vous savez si M. Yekatom faisait tout ça au sein de ce groupe? Oui, je pensais que M. Yekatom... Oui. Vous voyez, M. Yekatom, c'est quelqu'un de responsable. C'est quelqu'un de responsable, de très responsable. Lui, nous en sommes arrivés là aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est engagé. Il s'est sacrifié pour sauver la RCA. Aujourd'hui, là où il est assis, même de loin, ses compagnons militaires continuent à le respecter. Il a travaillé avec eux. C'est quelqu'un de très rigoureux et de très discipliné. Ça marche. Il accepte, autrement, il met de l'ordre.
C'est un militaire. Il a travaillé à l'état-major sous le commandement de beaucoup d'officiers et il sait quel est l'intérêt de la discipline. Et il a travaillé avec les autres dans ces principes. Contre-interrogé par la défense d'Alfred Yekatom sur le fait qu'à l'époque, le média considérait les conflits centrafricains comme étant une guerre des religions, M. Beina a alors répondu. Vous savez, la guerre en République centrafricaine, je peux dire que c'est la RFI qui est à l'origine de cette guerre confessionnelle. C'est cette station. Leurs journalistes dans la préfecture de l'Ouam parlaient de ça. Il y avait des exactions, on brûlait les églises, on faisait très mal aux gens. Et quand les Séléka sont arrivés à Bossangwa, la radio France Internationale a déclaré que c'était une guerre confessionnelle. C'était à ce moment-là que les gens commençaient à propager l'information selon laquelle cette guerre que menait la Séléka était une guerre entre les musulmans et les chrétiens. Par la suite, les témoins étaient interrogés par l'équipe de la défense de M. Ngaïsona. Il a répondu aux questions sur les réunions de la coordination auxquelles il avait participé et l'influence qu'aurait Ngaïsona sur le commandant de zone. Je pensais que Ngaïsona n'avait pas le pouvoir de forcer un Komzon à assister à une réunion. Mais c'est par exemple, dans un premier temps, Ngaïsona n'avait aucun contact avec les Komzon. Il ne les connaissait pas. Ce sont les responsables qui connaissaient les Komzon qui les invitaient aux réunions. Je peux donner un exemple. Vous venez de me citer certains noms. Chiki, est-ce qu'il était en contact avec Mokom? Mais je m'en vais vous dire que Chiki résidait à Berberati. Mais comment Mokom a pu le contacter pour le faire venir? C'est Mokom qui connaissait là où il y avait ces gens. Ngaïsona n'avait aucun pouvoir de forcer qui que ce soit pour prendre part à des réunions. À un moment donné, il était visé. Il était comme un otage des anti-Balaka. À un moment donné également, on voulait le tuer parce que Mokom incitait certaines personnes à faire du mal, à lui faire du mal. Et sa vie était en danger. Le témoin P1193 était aussi membre des anti-Balaka. Il a été interrogé sur le crime qui aurait été commis par les anti-Balaka sur la population musulmane au nord de la République centrafricaine. Il a déclaré avoir entendu parler de cela à la radio et à la télévision, mais n'est pas être en mesure de donner plus de détails, car à cette époque, il se trouvait au sud du pays. Lors de son contre-interrogatoire, les témoins a affirmé qu'en 2014, le mouvement anti-Balaka était divisé en deux ailes. L'aile Mokom d'un côté et l'aile Ngaïsona de l'autre. D'après lui, l'intention de ramener l'ancien président François Bozizé au pouvoir venait des Maxi Mokom, mais l'objectif principal de Ngaïsona était la fin des hostilités. Le procès dans l'affaire, le procureur contre Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona, se poursuit depuis le mardi 24 mai 2022 avec la comparution d'un nouveau témoin appelé par le bureau du procureur.